Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Discuter avec le citoyen, nous avons 2 citoyennes aujourd'hui, et nous allons en fait aborder un thème très important. Je pense que c'est un thème qui va intéresser en tout cas énormément de monde, sur la défense des mariages de complaisance. Ça peut s'expliquer comme un mariage forcé, un mariage blanc, un mariage gris, et il y a énormément de noms en fait qu'on a donné, ou de connotations qu'on a données, où il y a aussi des termes juridiques, etc., qu'on va essayer tous de suivre et de comprendre avec nos 2 invités. Nous avons avec nous aujourd'hui Alina Belmarah, c'est ça, oui, qui est la présidente de l'ASBL Défense des familles de mariage de complaisance et bébé papier. Et nous avons aussi avec nous Madame Dufour Pascal, membre de la même association, qui toutes les 2 sont infirmières en fait. Donc merci d'être sur le plateau d'Al-Moatine. Merci à vous. Merci à vous. C'est gentil de nous avoir accueillis aujourd'hui et de nous donner l'opportunité de pouvoir nous exprimer et de pouvoir expliquer aux citoyens les différentes problématiques à laquelle nous sommes confrontés. Avant d'entamer en tout cas les discussions sur le contenu, sur la problématique de ces mariages de complaisance, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association, de sa naissance, de l'idée de créer cette association, pourquoi, etc. Au fait, tout d'abord, c'est une ASBL qui est toute jeune. Elle a été créée depuis le 30 octobre 2015. D'abord, nous considérons le mariage comme un droit fondamental, ça c'est déjà une chose. Secondo, je dois dire que étant confrontée, je dirais au quotidien à domicile avec les gens, j'ai rencontré pas mal de problèmes différents, que ce soit dans les mariages gris, la cohabitation ou les bébés papiers. D'où est venue l'idée un petit peu, c'est que au départ, je me suis moi-même, j'ai assuré une fonction dans une autre ASBL en tant que vice-présidente. Et là, j'ai bien rencontré pas mal de problèmes. Et là, je me suis posé la question et de me dire qu'il n'y a pas suffisamment d'ASBL à qui on peut aller frapper à une porte et que la porte s'ouvre pour suffise qu'être écouté et guidé. Donc vous avez créé cette ASBL parce qu'il y a énormément de demandes en fait. Oui. Je dois dire qu'en moyenne, en tout cas cet été, il y a eu une moyenne quand même de entre 4 et 6 dossiers par semaine. C'est beaucoup. C'est énorme. Et tous des dossiers différents je dois dire que j'ai eu des dossiers de bébé papier, j'ai eu des dossiers de cohabitation légale, et il y a des dossiers d'annulation, il y a des dossiers de mariage gris, il y a un petit peu de tout. Donc Madame Dufour, vous, pourquoi vous avez décidé un jour de venir en fait rejoindre cette association? Moi, mon histoire est un peu particulière. C'est Alina, en fait, qui m'a contactée parce qu'elle avait vu une de mes publications. Donc moi, je suis infirmière, mais je suis surtout aussi avant tout maman. Et maman d'un petit garçon qui est retenu à l'étranger par son papa. Et donc mon histoire personnelle a fait que Alina et son association m'a contactée. Et moi j'ai vraiment l'intention de participer activement aussi à ce type de problématique, parce que je suis en contact avec des tas de parents qui sont eux-mêmes victimes, et on se rend compte à quel point les mariages gris ou mariages blancs, les bébés papiers et les problèmes de rapt parentaux sont extrêmement liés. Tout oui. à fait. Et donc voilà, moi je veux aussi avoir une activité et apporter un soutien à une ASBL qui m'apporte à moi un soutien aussi. Et aussi alerter les autorités, toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans les recherches par rapport aux enfants qui sont retenus à l'étranger. Il faut absolument donner un rôle aux associations, parce que leur rôle, en tant que maman, je peux dire, est très important. C'est le seul soutien que l'on reçoit. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes actuellement, et est-ce que vous arrivez en tout cas à suivre ces demandes-là, à donner des réponses je dois dire concrètement?
Concrètement, tous les dossiers, tous les contacts que j'ai, on peut voir sur la page Facebook. J'essaye de répondre le plus rapidement possible. Et je peux dire, je vais donner un exemple. Hier, j'ai eu un dossier à 21h30. À 22h, la personne avait déjà une réponse. Donc, vous donnez des consultations juridiques, si j'ose dire. Oui, juridique, je dirige également. Il y a un suivi, un accompagnement. Il y a un accompagnement. Je travaille avec des avocats également au sein de la SBL. Il y a des suivis dans d'autres sens. Quelquefois, la personne a besoin d'être écoutée, un soutien psychologique, une aide sociale également. Et quelquefois, les personnes ne sont pas toujours au courant où il faut frapper pour avoir une aide. Il ne faut pas oublier qu'on est confronté à un problème de mariage, mais il y a le côté pécunier tout près aussi qui s'ajoute. Mais il y a aussi dans ces mariages, je pense qu'il y a des mariages forcés, arrangés, etc. Mais il y a aussi des mariages arrangés. Qu'est-ce que vous faites aussi avec ces mariages qui sont arrangés? Est-ce que vous intervenez aussi, par exemple? Au fait, dans les mariages blancs, on intervient effectivement dans le sens où je dirige vers l'avocat à ce moment-là. Non, un mariage arrangé, je pense, ce que je veux dire, c'est les parents de la fille avec les parents du garçon, quand ça arrive, un consentement, etc. Entre les parents, son intervention quelque part des enfants. Mais ce qui est bien avec la SBL, je peux me permettre de dire, c'est que quand il y a des mariages arrangés, on prend contact avec la famille et on essaye de discuter, de voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions, et on alerte la famille comme les personnes du danger et des complications qui vont... Vous faites une sorte de médiation, en fait. Un petit peu, une médiation, effectivement, et un petit peu... les gens ne sont pas toujours au courant, on dit mariage arrangé, mais les gens ne sont pas au courant de la suite de la problématique. Il suffit pas d'être marié, il faut voir toutes les complications qui peuvent... Je pense qu'il y a une loi aussi qui interdit, en tout cas, le mariage arrangé, le mariage blanc, le mariage gris. Il y a aussi maintenant ce qu'on appelle le kérosène du mariage aussi. Ce sont des personnes qui ont épousé, par exemple, une personne ou j'en sais quoi, et puis alors après des années, on découvre que cette personne avait déjà une autre épouse dans le pays d'origine, etc. Oui. Donc vous traitez tous ces problèmes-là. Mais je vais vous dire qu'il y a maintenant de ça 1 an, j'ai une personne qui est venue frapper à la porte de la SBL. Ce n'est pas une jeune personne, c'est une personne d'un certain âge. Quand je dis certain âge, je dirais plus de 50 ans. Et là, c'était clairement un mariage gris. Monsieur était marié à l'étranger, il a divorcé, il a épousé quelqu'un d'autre. Et puis, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, entre guillemets, il a divorcé. Il a redivorcé, il est allé rechercher madame, il a ramené madame. Et il y a beaucoup de problèmes. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Mais ici, par exemple, dans cette problématique, ce qui s'est passé, c'est que il a ramené madame, mais entre-temps, l'épouse qu'il avait épousée ici sur place était pensionnée. Donc, monsieur, comme elle l'a rapatrié, s'est retrouvé sans ressources. Donc, madame a été condamnée à verser une pension de 500 € à monsieur. Un monsieur en plus. Un monsieur. Donc, il lui offre les papiers plus. Elle lui offre les papiers, comme on dit, le gâteau sur la cerise, tout près. Mais ici, par exemple, dans ce cas-là, monsieur, au fait, je dirais, entre guillemets, elle a offert les 500 €, mais après, monsieur a utilisé ces 500 € pour dire, mais on peut trouver un arrangement à l'amiable. Je peux annuler les 500 € à condition qu'on fasse un divorce à l'amiable. À l'amiable, oui. Comme ça, cela lui permettait de ramener madame qui était restée sur le territoire. De se débarrasser Donc, marié, remarié. Comme on dit, il n'y a pas de fin finalement. Dans le cadre des rapes d'enfants, donc vous avez dit tout à l'heure que vous avez un enfant qui est à l'étranger. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu la situation? Je pense que vous êtes devenu aussi spécialiste maintenant de ces dossiers. Malheureusement, oui. Donc en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans mon cas. Il y avait déjà des signes d'alerte. Je vais pas donner tous les détails parce que sinon ce sera trop long, je pense. Mon fils était en hébergement provisoire chez son père, donc un week-end sur 2. Il pouvait y aller. Ça ne se passait pas bien. Il y avait beaucoup de dénigrement. Il y avait des choses qui étaient alarmantes, notamment moi je ne connaissais aucun membre de la famille de mon ex-mari, je n'avais aucun numéro de téléphone, aucun contact, et c'est une crainte que j'ai eue depuis le début et que j'ai dénoncée en justice. Il se fait que mon ex-mari a été extrêmement procédurier et il a
en fin de compte, demandé l'autorisation de partir en Turquie avec Damien. Il avait quel âge, votre enfant? Il avait 7 ans quand il est parti. Enfin, presque 7 ans. Et cela fait combien de temps maintenant? Cela fait plus d'1 an. D'1 an, oui. Et donc, il a reçu l'autorisation de quitter la Belgique avec Damien par le tribunal. Donc, à partir du moment où Damien n'est pas revenu, il y a un tas de procédures qui se sont mises en route, mais qui sont extrêmement lentes. Donc, il y a une procédure auprès du ministère de la Justice, c'est une procédure civile qui traite directement avec l'autorité centrale de la Turquie. C'est très très lent. Moi, en tant que maman, je ne sais absolument pas ce qui se passe entre les deux autorités centrales, ce qui se dit, à quel rythme on envoie des courriers. Oui. Je dois faire confiance. À côté de ça, il y a une procédure pénale, puisque l'infraction a été reconnue en Belgique. Et là, c'est un peu le même combat en tant que maman, et c'est ce que tous les parents disent, c'est qu'on n'est pas entendu par les magistrats instructeurs, on n'est pas considéré, on ne nous écoute pas, les procédures ne sont pas prises au sérieux, il y a énormément d'erreurs, de dysfonctionnements dans les procédures pénales, des erreurs de devoir d'enquête, des oublis de devoir d'enquête, et quand vous les réclamez, on vous fait comprendre que vous êtes un petit citoyen, que vous n'êtes pas magistrat et que vous n'avez pas à dire au magistrat ce que vous avez à faire. Il n'y a aucun soutien psychologique des parents victimes de rapts parentaux. Il n'y a aucun soutien financier. Il faut savoir que ça coûte extrêmement cher parce que ça demande des frais d'avocat qui sont exorbitants. Bien souvent, vous devez prendre un avocat, c'est très cher. Vous devez payer des traducteurs jurés, enfin, des apostilles dans les ministères. Tout ça coûte énormément. Vous n'êtes absolument pas aidé. Vous n'êtes absolument pas guidé dans les démarches à entreprendre. Il n'y a aucun contact, alors là, absolument aucun, entre les affaires étrangères, le ministère de la Justice et le magistrat instructeur. Et on se rend, c'est le parent qui a déjà toute sa détresse. Il faut avoir l'énergie. C'est le parent qui doit essayer de faire le lien entre les trois. N'existe-t-il pas des associations qui font un travail, en tout cas, de pousser un peu les choses pour que ça bouge? Il existe très peu d'associations. Il y a Child Focus qui est la plus connue, mais qui déborde de dossiers. Et eux peuvent un petit peu de temps en temps rappeler le parquet, rappeler les magistrats. Eux ont cette possibilité-là. Mais les associations comme l'association d'Alina ou de Karima Safia sont aussi dépourvues de moyens, puisque comme Alina l'a très bien dit, il y a un problème pécunier aussi là derrière, c'est que les associations travaillent énormément et ne savent pas non plus payer tous les dossiers. Donc bon, les parents qui ont l'énergie de le faire le font, mais ce n'est pas normal que en tant que victime, parce qu'il n'y a pas que l'enfant qui est victime, il y a des tas d'autres victimes tout autour, qu'en tant que victime, on doive se mobiliser autant pour faire avancer le dossier. Déjà pour qu'on y prête un intérêt, l'intérêt qu'il mérite. On parle pas d'un dossier, on parle d'un enfant. Donc le rôle maintenant de votre association, en tout cas, c'est d'essayer de faire bouger les choses, entre autres dans tout ce qui est lié au mariage de complaisance et en même temps au rapt d'enfants. Oui, mais je travaille en collaboration avec Karima Safia, qui est l'association Insoumise et Dévoilée et Insoumise. Et je dois dire, elle s'occupe plus précisément des dossiers de rapt parents. Oui, je précise aux téléspectateurs qu'on va la recevoir le 28 septembre ici, en fait, justement pour parler de ces dossiers-là, qui sont aussi des dossiers très compliqués, avec des procédures qui sont vraiment très très lourdes. Voilà. Donc, est-ce que Madame
Alina, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre un mariage forcé, un mariage arrangé, un mariage gris, pour que les téléspectateurs puissent comprendre en tout cas la différence. Oui. Et alors ce qu'on risque aussi, parce qu'il y a des pénalités, il y a des poursuites en justice, il y a des emprisonnements, etc. pour des personnes qui font en tout cas ce genre de choses, de mariage arrangé, etc. Oui. Eh bien, je vais commencer d'abord par vous expliquer la définition exactement. La définition du mariage blanc. La définition du mariage blanc, ce sont le mariage blanc, ce sont les mariés qui sont en accord sur la tromperie destinée à offrir la nationalité française ou un titre de séjour à l'un des deux conjoints. Ça peut être monsieur comme ça peut être madame. Ça c'est bien clair. Ça c'est un mariage blanc. On peut vraiment parler d'escroquerie réelle, d'escroquerie sentimentale, sur le point de vue quand le conjoint, puisque les deux sont volontaires et ils sont fraudeurs tous les deux. C'est un accord, au fait, c'est un accord des deux. Donc là, Mais quel est l'intérêt de l'un et quel est l'intérêt de l'autre? Pour ses papiers, l'autre pour gagner de l'argent. Oui, il y a un côté pécunier, il y a un côté titre. Titre, oui. Donc finalement, tous les deux sont gagnants. Sont gagnants, oui. Ça, c'est dans le mariage de la procédure du mariage blanc. Alors, pour la définition du mariage, dans le cadre du mariage gris, l'époux de nationalité étrangère trompe l'autre par ses sentiments amoureux qui sont réels pour l'autre. Ça, c'est la différence. Et là, il s'agit d'une dissimulation de sentiments, un faux jeu de sentiments que monsieur ou que madame joue, et il y a un abus de l'autre, et c'est l'escroquerie sentimentale. Donc on simule vraiment une situation. On fait croire vraiment qu'il y a une vie, on veut construire, on veut fonder une famille. Oui. Il y a une personne en Alors tout cas. que derrière ça, il y a notre objectif en fait. Et que derrière, oui, il y a toujours l'obtention du titre et puis alors le... Oui. Bien entendu. Ça, c'est le mariage gris. Il vient alors la cohabitation de complaisance. La cohabitation de complaisance légale, c'est lorsque il y a bien la volonté d'un des deux parties de cohabiter légalement qui a été exprimée. Et c'est ce qui en ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention donne, au moins un des deux parties le donne. Il se manifeste par l'obtention d'un avantage en matière de séjour lié à une cohabitation légale. Je dirais que le problème de la cohabitation de complaisance, elle est plus, en tout cas ici la SBL a été confrontée surtout avec des gens qui viennent sur le territoire pour faire des études. Ils font une inscription à l'université. Et il ne faut pas oublier que quand vous êtes inscrit à l'université, vous payez un Minerval. Il n'y a pas de contrôle de présence, de non-présence. Vous avez payé un Minerval, c'est bon. La personne, à ce moment-là, l'étudiant ou l'étudiante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, j'ai payé mon Minerval, je suis libre pendant un an. J'ai ma carte de séjour provisoire pendant un an. Sur ce temps-là, j'ai le temps de trouver une proie. Un mari ou une femme ou un enfant, ou faire un enfant aussi. Ça, c'est le problème. Et l'enfant, ça donne vraiment le droit, titre de séjour ici en Belgique? Oui, ça donne un titre de séjour. Il faut savoir qu'il faut... Mais si l'un des parents est de nationalité belge, sinon non, hein. Oui, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier que ici, dans le système belge, et comme partout et que j'approuve, c'est que un enfant a besoin de son papa et de sa maman. Ça, c'est clair. Et c'est normal. Oui. La place et l'intérêt de l'enfant, c'est à côté de ses parents. Mais ce que je trouve un petit peu dommage au niveau de la justice, c'est de ne pas pouvoir différencier. Il faudrait presque, je dirais, former des magistrats, des juges, compétents uniquement dans cette matière-là et différencier des enfants qui sont nés d'un mariage où il n'y a pas la problématique de frauduleuse. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de contrôle sur ces mariages? Non. Au fait, je vais vous dire, cet après-midi encore, j'étais en rendez-vous avec une personne responsable de la cellule des mariages gris, etc. Et il m'a dit, on est tous limités. Nous recevons des dossiers de l'échevin de l'état civil à la police avec bien ficelé, bien complet. Il dit, et on fait notre enquête,
on fait notre conclusion en stipulant que c'est un mariage douteux, frauduleux. On envoie au procureur du roi. Et on en a un retour. Le mariage est accordé. Or que il y a eu une suspicion à l'état civil, il y a eu une suspicion à l'enquête. Et malgré ça, on a quand même accordé le mariage. Et qu'est-ce que l'association peut faire contre ces décisions parfois qui sont... Mais contre ces décisions, déjà, malheureusement, la personne qui est confrontée à cette problématique ne le voit pas tout de suite. Il faut attendre 1 an, 2 ans. Il y a aussi le fait que la personne a honte, donc ne frappe pas tout de suite à la porte. Moi, j'ai des dossiers des gens qui se sont mariés en 2010, 2011. Est-ce que tu peux nous citer des exemples, bien sûr sans citer les noms, mais des exemples de situations, parce que ça peut correspondre aux attentes, en tout cas, de beaucoup de gens qui... Écoutez, aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu un dossier ici auquel je vais répondre. Oui. C'est une dame qui a été mariée, qui a déjà un enfant. Il avait un enfant avant de se marier. En hors mariage, avec quelqu'un d'autre. Le mariage qu'elle vient d'avoir. Et là, actuellement, bon, elle s'est mariée. C'est un mariage gris. Monsieur, on a un petit peu profité de la situation. Il ne faut pas oublier que les proies sont les femmes qui se sont mariées une fois et qui se retrouvent seules. Les femmes qui sont en difficulté quand il y a un problème social dans la famille. Ce sont tous des proies faciles. Des gens des gens qui ont des problèmes financiers, qui ont un problème social. Je dirais, je vise par exemple, j'ai eu un dossier il y a de ça plusieurs mois, j'ai d'ailleurs une copie ici, où la dame qui était quand même assez jeune a eu un enfant et deux citoyens, je dirais, en séjour illégal prétendaient tous les deux être le père de l'enfant, or que ce n'était pas le cas. Et du coup, par exemple, je donne cet exemple-là, ils ont pris un avocat, parce qu'ils ont les moyens à ce moment-là de trouver un avocat et de les payer, et de prendre des avocats renommés que quelquefois le citoyen belge ne peut pas se permettre. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi la dame, ils ont pris des photos, ils ont dit, ben voilà, je suis le père de cet enfant. Elle s'est retrouvée avec une convocation au tribunal à 2 dates différentes où chacun réclamait être le père. Alors pour finir, c'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Donc c'est une maman qui a plusieurs maris en fait. Mais à un moment, il faut savoir, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux de quelle situation. On dit ça de cette manière, mais il y a quand même, je pense, rien qu'à Bruxelles, d'après les chiffres, il y a plus ou moins 36-37% de familles monoparentales et maximum de femmes avec 1, 2, 3 jusqu'à 4, 5 enfants, etc. Est-ce que c'est pas dû aussi justement à ces mariages qui ne sont pas vraiment très structurés ou basés vraiment sur une relation, une vraie relation d'amour, etc. Mais je pense que oui, probablement, mais je pense que il n'y a pas suffisamment de contrôle pour moi. Je pense que je disais ça encore cet après-midi. Ce qui me fait peur, c'est dans quelques années, ça va être comme on rentre à la commune, on va chercher sa carte d'identité. C'est malheureux et j'espère et je souhaite ne jamais en arriver là. Mais madame, de votre côté, donc, vous avez plus en fait travaillé sur le cadre des rapts d'enfants. Vous avez peu travaillé, je pense, sur les dossiers de regroupement de ce qui concerne la nationalité, tout ce qui concerne le séjour, etc. Les droits au séjour par le mariage ou par le fait d'avoir un enfant, non. Ça, j'ai peu travaillé là-dessus. Mais vous avez travaillé uniquement sur les rapts d'enfants? Actuellement, oui. Ça, c'est mon combat. Oui. Et alors, comment ça se passe pour l'instant avec les rapts d'enfants? Est-ce qu'il y a de plus en plus de papas ou de mamans, en fait, qui commettent en tout cas ce genre de délit aussi? C'est en augmentation. Vous avez des chiffres par rapport à ça? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais d'après Child Focus, on approche les 400 rapts. Sur l'année, cette année-ci, mais c'est un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes. Sur le territoire national? Sur le territoire belge. 400, donc ce qui est quand même déjà beaucoup de rapts internationaux, parce qu'il y a aussi des rapts nationaux qui sont peut-être plus faciles à résoudre, mais pour l'enfant, c'est tout aussi traumatisant. Donc d'un côté, on a les rapts d'enfants, donc
c'est une problématique qui est quand même très lourde. Oui, de l'autre côté, on a des problèmes de mariage blanc, mariage gris, etc. Donc c'est vraiment des dossiers qui sont un peu très complexes et compliqués aussi à gérer. Oui. Et alors, et vous n'avez pas d'aide, vous êtes un peu, disons vraiment sans aucun soutien. Aucun soutien financier, aucun soutien. Ici, on a 400 cas par an. Ici, on a je ne sais pas combien de cas par an. Mais écoutez, par an, je dirais que l'association jusqu'à présent a été créée, comme je vous ai dit, au mois d'octobre. On est quand même à plus de 50 dossiers. Rien que depuis le mois d'octobre de l'année passée. Donc on est presque sur une année. Et je précise qu'il faut aussi que les personnes qui sont victimes d'un mariage gris connaissent des associations. Parce que il y en a peu qui connaissent, je pense, et qui font appel à vous. Je pense que votre association, et d'ailleurs vous pouvez dire en tout cas votre association maintenant sur le plateau et de donner aussi votre adresse email, votre numéro de téléphone. On va demander après aux techniciens de mettre tout ça sur l'émission, sur la bande, en tout cas pour justement que les gens puissent vous contacter en cas vraiment de nécessité ou de besoin. Voilà. Eh bien, le nom de l'association, c'est Association de défense des victimes de mariage, de complaisance et de bébés papiers, qui est située rue Saint-Guidon 44 à 1070 Bruxelles. Le numéro de GSM est le 0485 39 53 14. L'adresse mail asbldéfense des victimes @gmail.com. Il y a un site également internet www.advmcbp.be. Je dirais aussi, ne restez pas seul. Donc ici, franchement, vous êtes motivé, vous avez énormément maintenant d'expérience, et puis vous cherchez seulement en fait qu'on vous soutient pour qu'on soit reconnu surtout, par rapport au travail, qu'on soit reconnu par rapport à notre travail, à notre investissement, au soutien que nous offrons aux victimes. Je peux vous citer des activités qu'on a faites. Je vous en prie, oui. Nous avons fait pas mal d'activités. Je vais dire qu'il y a eu l'activité où on a soutenu une certaine dame, où c'était pour Maya, pour obtenir un titre de séjour. Le journée de la femme musulmane qu'on a fait à Liège. Il y a eu quelques interventions dans différents journaux, La Capitale, De Morgan, la DH. Nous avons également consacré au mois de mai, c'était un petit déjeuner que j'ai fait entre les victimes à l'association même. Il était prévu au départ que ça ait une durée plus ou moins, je pensais 1h30, 2 heures. Oui. Finalement, on s'est retrouvé à plus de 10 victimes, moi présente, avec d'autres membres de la SBL. Et ça a duré quand même jusqu'à 14h30. Et là, j'ai dit, écoutez, on va mettre un pied levé parce que c'est important. Les gens ont pu s'exprimer. J'ai eu d'autres demandes, mais je pense que... Par manque de moyens. Le manque de moyens le manque de moyens, mais surtout aussi la reconnaissance. Oui. Et donc, ces échanges, ces journées de rencontres que vous faites, etc., ça tourne autour de quoi exactement? Eh bien, quand les victimes soient ensemble, entre elles, etc. Mais je vais vous dire, il y a plusieurs dossiers. J'ai par exemple les gens, rien que le fait de pouvoir se rencontrer, de dire... Je vis la même histoire ou ça leur fait plaisir, ça les soulage. Ça les soulage, ça leur permet de s'exprimer. Il ne faut pas oublier que être confronté, de discuter avec un avocat, de discuter avec le commissaire, de discuter avec la SBL, ce n'est pas le même contact. Il y a le contact judiciaire, il y a le contact humain, il y a beaucoup de choses, le soutien psychologique aussi. Et ces victimes sont devenues maintenant par exemple des adhérents de l'association, des membres adhérents. Ce sont des membres, oui, ce sont des membres. Je vais dire que moi-même personnellement, toute victime qui prend contact avec la SBL, je reprends contact régulièrement pour le suivi du dossier. Avec les avocats avec qui je travaille, je demande d'avoir un feedback et de savoir où ça en est. Et je prends contact personnellement avec la victime pour dire, écoutez, est-ce que tout va bien, où vous en êtes. Si vous rencontrez un problème d'ordre au niveau administratif, que ce soit avec les avocats, que ce soit avec qui que ce soit, de revenir vers nous. Donc une femme, par exemple, pour donner exemple, pour que les gens puissent comprendre, une femme, par exemple, qui pense qu'il est victime d'un mariage blanc, peut prendre son téléphone et vous appeler pour dire, madame, je pense que je suis victime d'un mariage blanc, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui. Voilà. Alors, à ce moment, je dis bien que je ne traite pas de dossier par
par Facebook, par mail, etc. Je prends contact par téléphone, je crois que c'est plus simple. Il faut comprendre qu'on a besoin d'éléments, on a besoin de dossiers, de créer un dossier, de justificatifs. Il faut qu'il y ait des traces. Il faut pas oublier, une ASBL c'est bien, mais il faut pouvoir se justifier aussi ce qu'on fait. Hein. Et donc le rôle que vous jouez dans l'ASBL pour l'instant, Madame Dufour? Mais pour l'instant, je ne joue peut-être pas un grand rôle. Ce serait plutôt Alina qui me soutient, Alina et son équipe qui me soutiennent beaucoup par rapport à... Et je souriais quand tu disais le contact est important parce que je peux vous assurer, il n'y a pas une semaine où Alina ne me téléphone pas en me demandant alors comment ça va, comment ça avance. Bon, maintenant, on a parlé d'un projet de pétition qui serait plutôt propre aux problèmes de rapt parentaux. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je me suis engagée et que je suis en train de rédiger. Bon, c'est quelque chose, qu'on veut faire de façon réfléchie pour pouvoir reprendre tous les secteurs, si vous voulez, enfin tous les problèmes qui sont importants pour les parents qui vivent le rapt d'un de leurs enfants. Et pouvoir être assez percutant pour que ce soit lu et signé par une quantité importante de personnes. Vous allez le faire sur Facebook ou sur un site spécialisé? On va faire ça, je pense qu'on va faire on va encore concrétiser. On est occupé à mettre les idées sur table. Mais le but est aussi également de se dire maintenant stop, on voudrait se mettre autour d'une table. Voilà. Et toute personne confondue, c'est-à-dire que ce soit les magistrats, les juges, la police, les enquêteurs, les échevins d'état civil, mais toute personne. Donc Madame, Monsieur, nous allons faire une petite pause et on va revenir dans 2 minutes. Madame, Monsieur, voilà, donc on reprend avec après une petite pause. Donc nous allons continuer, en tout cas, il nous reste encore 10 minutes avec vous. Donc on parlait justement de la pétition. Donc vous comptez lancer une pétition, donc je vous donne la parole, Madame Dufour. Donc on compte lancer une pétition assez rapidement. De toute façon, il y aura un lien qui sera indiqué sur la page Facebook de l'association. Et je pense que de cette façon, les gens sont de toute façon très sensibles à la problématique. C'est pour sensibiliser, en tout cas. C'est pour sensibiliser. L'opinion publique. Et l'opinion publique, je pense, les citoyens comme vous et moi n'ont peut-être même pas besoin d'être sensibilisés parce qu'on a eu la preuve par de nombreux dossiers que les gens y sont très sensibles. Mais les personnes qu'on doit absolument sensibiliser, ce sont les magistrats. Les juges, les magistrats, les services policiers, les politiques. Les échevins. Les échevins. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt réel et concret par rapport à toutes ces problématiques. Il y a aussi beaucoup de réformes à faire pour que la problématique soit mieux prise en charge. Mieux gérée. Mieux gérée, parce qu'on perd énormément de temps à cause de tous les dysfonctionnements entre les services de la justice, des affaires étrangères et les juges d'instruction. Qui malheureusement n'ont pour la plupart pas de spécialisation par rapport à cette problématique-là. C'est une problématique très spécifique. Et donc cette pétition, elle a vraiment cet objectif-là. Vous parlez de la politique, est-ce que les politiciens vous soutiennent en fait dans votre combat? Non. Je vais dire personnellement... Aucun parti politique? D'abord, l'association État politique. Oui. Le stipule, ça c'est important. Ça c'est important. Et
et l'État politique. Non, mais on parle pas de ça. Est-ce que les partis politiques vous soutiennent par rapport à votre projet? Non. Mais c'est pas par exemple l'influence du parti politique sur une association. Ça, on sait très bien maintenant que toutes les associations plus ou moins sont politisées, et même malgré qu'il y a sur le statut apolitique, etc. Oui. Mais, oui, mais ici, en réalité, dans le concret, crois-moi, ça se passe toujours comme ça. Oui, mais ici, mais c'est un autre débat, franchement. C'est un autre débat. Si seulement est-ce qu'il y a des politiciens qui soutiennent en tout cas ces causes-là, qui soutiennent les parents qui ont des problèmes, qui ont perdu leurs enfants, qui subissent en fait des rapts d'enfants. J'ai déjà eu des contacts de députés, etc., me disant, écoute, c'est très bien, c'est très important, on vous suit, on vous soutient, c'est très important ce que vous faites. Oui, oui. Mais je pense que on aimerait bien avoir davantage. Oui. L'autre problème aussi, c'est que de nombreux politiciens vont vous répondre que la justice, le système judiciaire est complètement indépendant du système politique. Mais le politique, c'est lui qui fait... politique est censé vérifier que ces institutions fonctionnent. Oui, il fait des propositions de loi, etc. Voilà. Donc c'est le rôle du politique de faire bouger ces dossiers-là. Mais c'est très difficile d'avoir de l'intérêt. Mais je vais vous donner un exemple. Je le disais, on en a discuté il y a 48 heures. C'est que j'ai été... je dirais quand même assez bouleversée et j'ai du mal à dire comment est-ce que la victime a pu surmonter. C'est que la personne s'est adressée au procureur pour avoir des nouvelles de son dossier. À l'heure actuelle, j'ai la preuve A plus B qu'ils ont eu. La victime a eu une réponse en disant « Écoutez, votre dossier a été classé sans suite vu les événements. » Quels événements? Les événements à l'heure qu'il y avait eu, c'est-à-dire le terrorisme. Alors je suis désolée. Et quel est le lien entre le terrorisme et un mariage blanc? Ils n'ont pas voulu consacrer. Ils n'ont pas de temps en fait à consacrer à ce dossier-là. Or que je pense qu'on sait très bien que la justice pour le terrorisme est une spécialité et que la problématique de tout ce qui est familial, etc. En matière de terrorisme. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame et pas mélanger. Vous avez un écrit qui il y a un écrit vraiment. Il y a un écrit, je vous assure. Je trouve ça triste, mais je pense que c'est une erreur monumentale, je trouve. Tout à fait. Et de l'écrire en plus. De l'écrire et de l'envoyer à la victime. Ce qui est peut-être aussi important à soulever, c'est que on a tendance à croire que les victimes ont accès à leur dossier. Il y a une réforme du système judiciaire il y a à peu près 20 ans. Et naïvement, on se dit ben ça va, je vais pouvoir consulter mon dossier, voir ce qu'il y a dedans, je vais pouvoir avoir des contacts avec le magistrat. Dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a des familles, par exemple, il y a des femmes qui ont vu, en tout cas, un enfant ou deux, trois qui sont partis en dehors du territoire belge, par exemple, pendant 5, 6, 7, 8 ans parfois, etc. Est-ce que vraiment vous pouvez faire quelque chose par rapport à ces femmes-là? Parce que moi aussi j'en connais, j'ai énormément de monde qui nous demande parfois et qui nous écrit, mais on sait rien faire par rapport à ça. Moi je vais vous dire une chose, j'ai un cas vraiment qui est devant les yeux, c'est quelqu'un avec qui j'ai encore des contacts. C'est une dame qui a subi un rapt aussi bien de son fils et de sa fille, où le rapt a quand même duré 8 ans. Les enfants sont partis à l'âge de 8 ans, donc ils sont revenus plus ou moins en adolescence. Je peux vous dire que c'est très dur. Aussi bien pour les enfants que pour la maman. Et encore pour les enfants qui partent à l'âge d'1 an, 2, etc., qui ne connaissent pas encore leurs parents vraiment très bien. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a rien qui est mis en place quand il y a un retour pour ces gens-là, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Et il ne faut pas, je dirais, à l'heure actuelle, ce que moi j'ai rencontré, c'est une famille qui est déchirée. Et en vous écoutant, franchement, je vois qu'il n'y a rien qui est mis en place, vraiment rien. Absolument rien. Il y a même des enfants qui reviennent, qui ne parlent pas. Vous êtes livrés à vous-même, les associations, etc. Donc, ça se passe entre vous, entre les victimes et vous-même. Entre nous, les victimes, entre nous. Et les avocats qui peut-être aussi sont... Au fait, ce que moi je vais dire, l'idéal, je le disais encore cet après-midi, ce serait de travailler en collaboration. C'est-à-dire que nous avons besoin, nous aussi,
nous avons notre expérience vis-à-vis des victimes. La police fait ses enquêtes à ses expériences. Les avocats ont leur expérience, les magistrats, les juges. Il faut savoir une chose, et je crie et je le crierai encore, et j'irai plus loin de dire, nous devons nous mettre autour d'une table et nous devons aborder le sujet clairement. Vous êtes la société civile, vous représentez quelque part les personnes qui vous sollicitent, donc normalement vous avez tout à fait le droit justement de défendre ces personnes. Oui, on le réclame, ce droit. On le réclame le droit, et je pense qu'on va poursuivre, et Bien comme sûr. je dis encore et je répéterai, on est là pour soutenir. Il faut pas oublier que quelquefois nous sommes confrontés où la maman ou un des parents lâche en disant je suis épuisé, je n'en peux plus, et que moi je suis confrontée encore à m'amuser à envoyer, je ne dis pas, c'est pas un amusement, où je tiens l'importance de dire je dois prendre contact avec cette personne et soutenir ces gens-là, parce qu'ils ne doivent pas lâcher. On a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Tout à fait. Donc on doit se soutenir mutuellement. Nous avons encore 4 minutes qui nous restent pour terminer cette émission. Donc je vous donne 2 minutes chacune. Vous nous parlez de thérapie d'enfants. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Et puis alors vous nous parlez des mariages arrangés ou des mariages de complaisance. Donc je vous donne la parole, madame. Mais d'abord, par rapport aux victimes, aux parents victimes de rapts parentaux, c'est de démarrer la procédure le plus rapidement possible et de prendre conscience que c'est à eux de faire le lien entre les différentes institutions, que sinon ça ne se fera pas. De faire appel aux associations qui les guideront dans leur démarche, parce que il est certain que les magistrats ne sont pas du tout spécialisés, ne sont pas compétents. C'est triste, mais je le dis, ne sont absolument pas compétents en matière de rapts parentaux, et on reçoit de meilleurs conseils de la part des associations. Je vous conseille aux gens de faire ça en partenariat avec les associations. En partenariat avec les associations, et surtout d'en parler énormément autour d'eux. Moi, je me rends compte à quel point j'ai reçu du soutien du monde entier suite à la diffusion d'une lettre que j'ai écrite à Damien, une diffusion sur Facebook, qui a pris des proportions qui m'ont étonnée moi-même, mais je reçois des centaines de messages par jour de soutien. Et je peux vous assurer que ça fait du bien, parce que quand vous vous débattez dans des démarches judiciaires, dans des problèmes financiers, avec tout le chagrin et la colère que la situation vous apporte, le simple fait d'être soutenu, d'être entendu, même si ce n'est pas par des personnes qui sont intervenantes directement dans le dossier, ça fait beaucoup de bien. Tout à fait. Et à ce sujet-là, si j'ai encore 30 secondes, j'en profite pour remercier de nouveau Alina, parce qu'il y a un fameux 11 juillet où je lui ai téléphoné en pleurant, en hurlant, parce que, tu te souviens? Oui, je me souviens très bien. Alina m'a téléphoné tous les jours pendant une semaine jusqu'à ce que j'ai retrouvé mes esprits. Et quand elle dit qu'il ne faut pas laisser tomber, c'est vrai. C'est bien. Mais c'est grâce aux encouragements qu'on reçoit des autres personnes Et qu'on ne laisse pas dernière tomber. question, est-ce que vous avez des nouvelles, en tout cas, de Damien, de votre Non, enfant? malheureusement, toujours pas. Mais comme je vous l'ai dit, les procédures se sont mises en route très très tard. Et vous savez où il est, etc. Donc. Il est en Turquie. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Et mais les autorités turques ont seulement été les autorités judiciaires turques ont seulement été mandatées très récemment par la Belgique. Okay. Eh bien, moi, je vais terminer par les conclusions et je vais dire haut et fort, j'encourage les victimes systématiquement à porter plainte. Ça, c'est déjà une chose. Je leur dirai, ne restez pas seuls. Il faut attirer l'attention des autorités sur la problématique que tous les dossiers n'arrivent pas aux tribunaux. Il y a beaucoup de dossiers où les gens ne savent pas où frapper et restent avec leurs problématiques. Est-ce que vous pouvez encore donner vos coordonnées pour une dernière fois? Une dernière fois, je vais vous donner les coordonnées sans aucun souci. Donc, l'association de défense des victimes de mariage, de complaisance et de bébé papier. Elle est située rue Saint-Guidon 44 à 1070 Anderlecht. Le GSM est le 0485 39 53 14. L'adresse mail ASBL défense des victimes avec s @gmail.com. Il y a un site internet www.advmcbp.be.
Voilà, je dirais, si je pourrais encore ajouter, je dirais, il ne faut pas oublier qu'il n'y a encore à l'heure actuelle aucune disposition légale qui concerne les bébés papiers. Il faudrait, je dis bien, s'il vous plaît, j'ai fait un appel aux autorités, aux magistrats, il faudrait alléger certaines procédures. Okay. C'est capital. Madame Benmerah, merci beaucoup. Je vous remercie également. Madame Dufour, merci à vous aussi. Merci à vous. Donc, mesdames et messieurs, c'est ici que se termine notre émission. Au revoir.